Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue, nous sommes ici dans le cadre de la Semaine du développement durable. Bienvenue à ce forum citoyen consacré à un thème qui nous touche de plus en plus, que l'on soit riverain, élu local, professionnel de l'aménagement urbain ou tout simplement promeneur du dimanche, la nature en ville. Dans un contexte de changement climatique et de densification urbaine, avec un besoin croissant de bien-être. Ramener la nature en cœur de ville est un enjeu essentiel. Qu'est-ce que ça signifie vraiment renaturer la ville? Quelle est votre conception à vous également de la nature en ville? Quels sont les bénéfices et les limites de ces démarches? Et surtout, comment peut-on, en tant que citoyen, y prendre part concrètement? Ce forum a bien sûr pour but de favoriser l'échange, le débat et la co-construction autour de ces questions. Vous pourrez bien sûr me demander le micro sans aucun problème et poser vos questions à nos experts ou aux gens de l'assistance qui sont là rien que pour vous. Alors justement, pour répondre à vos interrogations, nous avons, et je vais être super galant, vous serez en dernier, oui, une paysagiste, Lise Marchal, LMP, c'est votre entreprise, Lise à Aubia, bonsoir. Attendez, on va passer le micro, ce sera plus simple. Hop là, Bruno, qu'on écoute votre voix déjà. Bonsoir Lise. Oui, Bonsoir. bonsoir à tous. Une chargée de projet du Conservatoire des espaces naturels au Seine-Auvergne, Lucie Lecorguier, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Une architecte qui enseigne à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, Estelle Morlet, enseignante-chercheuse et habitante de Rion. Oui. Bonsoir Merci. Estelle. Bonsoir. La directrice des services techniques et de l'aménagement urbain de la ville d'Orion, Caroline Montel, qui est là pour lui demander aussi. Et un conducteur de travaux bipaysage qui est situé à Sauvagne-à-Sainte-Marthe, si je ne dis pas de bêtises, Bruno Besson, bonsoir. Bonsoir. Cette diversité d'approches nous permettra bien sûr d'aborder le sujet sous plusieurs angles, environnemental, social, économique et bien sûr participatif. Je tiens à préciser que l'entretien est filmé, que vous pourrez le retrouver. Si vous ne voulez pas apparaître, vous le dites, on vous foutra. On ne sait jamais. Nous vous invitons bien sûr à poser toutes vos questions, à réagir et partager vos idées, vos expériences. Dialogue et citoyenneté active. Merci infiniment pour votre présence. Moment riche en échanges. Je vais commencer avec une question toute simple pour chacun de vous. Que signifie pour vous nature en ville? Est-ce qu'il y a plusieurs natures en ville? On va commencer par Estelle, le micro le plus loin bien sûr. Estelle, vous, nature en ville, à Rion, justement, c'est quoi pour vous? Moi, je crois que ce que j'ai envie de dire, parce qu'il y a donc nature et ville. Moi, il me semble qu'il y a plusieurs natures, oui. Ou en tout cas, on entend beaucoup de choses différentes derrière le terme de nature. Et en tout cas, cette préoccupation qu'on a aujourd'hui de la nature en ville, elle se fait aussi, je crois, le témoin de changements de mode de vie de la société. Le fait qu'on soit dans des sociétés de plus en plus urbaines. Et ce besoin de nature, il est aussi le reflet du fait que les sociétés on s'est éloigné dans nos modes de vie aussi de la paysannerie. Là, j'ai repris des chiffres pour préparer ce soir, mais en 1982, c'était mon année de naissance d'ailleurs, on était encore 70% des emplois, c'était des paysans en 1982. Aujourd'hui, c'est 15% des emplois. Enfin, 2019, c'était 15%. Et je trouve que les chiffres sont quand même assez parlants parce que c'est absolument énorme en fait, l'évolution de l'activité dans la société d'aujourd'hui. Et ce besoin de nature en ville, le fait d'avoir besoin de se rapprocher de la nature, c'est aussi parce qu'on s'est éloigné dans nos activités, des espaces végétalisés, de la faune, de la flore, de nos environnements. Donc, ville et nature, à la base, c'est plutôt des choses qui s'opposent. Voilà, il y a la ville qui est plutôt du côté de la culture, la nature qui est plutôt du côté du sauvage. Et ça va un peu dans cette idée d'une forme de séparation, de dichotomie, en fait. Donc, l'idée de le réunir, à la fois, c'est une belle idée et à la fois, c'est une difficulté. Enfin, peut-être en tout cas que ça va nous aider à dépasser là où on en est aujourd'hui et le fait que aujourd'hui, l'état de nature sans action de l'homme, il n'existe plus vraiment. On est aujourd'hui à l'ère de l'anthropocène. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot. Ah non, il va falloir me... Moi, j'ai mon contriblostrable, là. Il faut m'aider, là. Anthropocène. L'anthropocène, oui. Aujourd'hui, les chercheurs ont établi que le niveau d'action des hommes sur l'environnement est tel qu'on est dans une nouvelle ère géologique. Et la modification des sous-sols, de tout le vivant, est telle qu'on entre dans une nouvelle histoire de la Terre. Voilà, l'anthropocène. Oui. Donc aujourd'hui, c'est très difficile de chercher, d'avoir des espaces de nature qui ne sont plus empreints de l'homme. Même nos forêts, aujourd'hui, c'est des champs d'arbres. Ils sont plantés, on exploite le bois. Donc
cette idée de nature, je crois, déjà, il y a des natures. Et donc, la nature en ville, c'est une nature, certes, déjà plus apprivoisée que celle peut-être aux limites de la ville. Oui, c'est ça, c'est la nature apprivoisée en ville, hein, tout à Voilà. fait. On va passer le micro à Lucie Le Corrier, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Vous, pour vous, la nature en ville, vous êtes chargé de projet, je le rappelle, du Conservatoire des espaces naturels au Seine-Auvergne. La nature en ville, ça représente quoi pour vous, Lucie? Alors moi, plus simplement, je dirais qu'en fait, la nature, c'est l'ensemble des êtres vivants. Donc il y a Nous, on en les fait partie. humains, voilà, les C'est pas humains. simplement les arbres, les frênes et les êtres. Non, pour Il moi, y a la des êtres nature, humains aussi. ça prend Ah. tout le monde, enfin tous les êtres vivants, dont les humains. Donc le fait de mettre de la nature en ville, en ville, il y a les humains, c'est pour ça que les villes existent. Donc pour moi, le fait de mettre de la nature en ville, c'est d'accueillir les autres êtres vivants. Voilà, donc c'est quelle place on donne à ces autres êtres vivants. Justement, on aura l'occasion de développer tout ceci. Lise Marchal, vous en tant que paysagiste, vous avez fait un petit tour, je crois, sur une place avant de venir nous voir, avec une. Oui, sur la place Félix Pérolle. Et alors, cette nature en ville, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Je trouve personnellement que c'est vraiment un superbe exemple parce qu'on a à la fois en fait la part. Cette place, elle a réussi à capter à la fois l'exubérance en fait du végétal et je pense que c'est la profusion qui est recherchée dans cette attente de nature dont on parlait juste avant. Et en même temps, de toute évidence, je ne connais pas tous les détails techniques, loin de là de l'opération, mais sans aucun doute qu'il y a un certain nombre de challenges techniques qui ont dû être relevés, mais le conducteur travaux il est là. voilà, pourra peut-être en parler davantage. Mais je trouve que c'est vraiment, en fait, quand on parle de dichotomie ou d'effet, en fait, c'est vrai que quand on vient des rues extérieures et qu'on arrive sur cette place, il y a un véritable, en fait, c'est un tel changement que du coup, je pense que ça incarne vraiment la recherche de l'effet qu'on cherche à produire. Et c'est vrai que du coup, j'avais un peu la même introduction que mes collègues, mais du coup, je vais vous épargner la même chose. Mais je voulais juste rajouter, c'est vrai qu'on parle de l'ensemble des êtres vivants, et finalement, la nature en ville, c'est l'idée de recréer le réseau de relations dont on fait partie. Et ce réseau de relations qui est à la fois dans l'air, dans le sol, entre les êtres vivants. Et les êtres vivants, effectivement, on parle toujours des arbres parce que c'est un peu les emblèmes des représentants un peu de la nature en ville. On parle beaucoup moins des vers de terre, des fourmis ou des mycorhizes, mais on va en parler de plus en plus. Mais donc voilà, finalement, c'est cette relation, ces liens qu'on arrive à retisser avec l'ensemble des êtres vivants, et je pense que c'est ça qui nous apporte aussi l'ensemble des bienfaits qu'on recherche. Bruno, pour vous, nature en ville, plusieurs natures, qu'est-ce que vous en pensez? Donnez-nous un petit peu votre axe, votre vision. La nature en ville, c'est plutôt un décor que l'homme crée. Voilà. On n'y retrouve pas forcément tout ce qu'on peut trouver dans nos campagnes. Et il faudrait tendre à cela, quoi. Voilà. Donc, c'est-à-dire concevoir des espaces qui peuvent attirer la faune, la flore, toutes ces choses-là. Voilà. Alors, là, parlez dans le micro, en fait. Sinon, on en est encore aux prémices. Voilà, merci. Ça progresse, mais on en est encore assez loin. Vous pensez qu'il y a un chemin qui est amorcé depuis quelques années maintenant? Il y a une prise de conscience? Il y a une prise de conscience pour certaines personnes. D'autres, ils sont là, ils le regardent comme un décor, tout simplement. Et c'est vers ces personnes-là qui le regardent comme un décor qu'il faudrait les sensibiliser un petit peu plus. Est-ce que quelqu'un, un citoyen, ici, a une vision de la nature en ville, souhaiterait en parler? Qu'est-ce que c'est pour vous la nature en ville? Vous pouvez le dire, ne vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous manger, promis. Si vous avez une vision ou peut-être une observation, quelque chose que vous trouvez bien dans la nature. Oui, madame. Moi, c'est mieux pour le son, pour la vidéo, en fait. Ce que vous disiez, effectivement, c'est histoire de continuité, en fait. La nature, elle a besoin de continuité entre les espaces de nature. Et c'est vrai qu'en ville, on a cette sensation qu'il y a des poches. Et il manque cette continuité, en fait. Mais merci bien. Mais on est là pour ça. Merci. D'autres interventions, d'autres remarques, monsieur? Moi, j'ai bien aimé le terme apprivoiser. Parce qu'effectivement, au XVIIIe, on parlait des jardins anglais qui voulaient montrer finalement une nature sauvage, mais qui n'était pas du tout sauvage. Et on est quand même dans un esprit, je pense, de maîtrise interne, parce que du jour au lendemain, si on dit
il y a des moustiques, il y a des rats en centre-ville. Mmh. On va avoir beaucoup de gens qui vont réagir. Donc il y a une vraie question de jusqu'où est-ce qu'on veut maîtriser quoi en centre-ville. Je n'ai pas la réponse. Hein, mais... Bien sûr, tout à fait. D'autres interventions, remarques? Oui, monsieur. On en arrive à ce paradoxe où la campagne, c'est 20% de nature, 80% d'impact humain, mais c'est la nature parfaite pour nous, citoyens, qui ne sont pas capables de résister à dormir la nuit dans la gadoue, où on a besoin d'un certain confort. Et voilà, en ville, on cherche cette juste limite de accepter les êtres vivants non humains, mais sans avoir les dérangements. Et il y a encore beaucoup de travail pour petit à petit en accepter un peu plus. Et pour finir, je voulais dire, pour information, l'Anthropocène n'a pas été reconnu comme une période géologique par les hauts comités scientifiques qui ont statué dessus, parce qu'ils ont considéré que dans 50 millions d'années, ce qu'on appelle l'Anthropocène, ce serait une couche épaisse comme une feuille de cigarette par rapport aux masses géologiques en cours, et qu'on est encore dans cette période qui fait fin il y a 12 500 ans avec la fin du Wurm, de la glaciation, qui a beaucoup plus impacté la planète que nous. On est insignifiant en fait à l'échelle des millions et des milliards d'années. D'accord, parfait, merci. D'autres interventions? Non. Vous pouvez vous poser aux questions aussi à nos invités, nos experts, et puis si vous le souhaitez, on est là bien sûr pour vous répondre. Quand on parle d'aménagement urbain, vous êtes tous les deux là, quels sont on va dire, la mise en œuvre, le cahier des charges pour un aménagement vert dans une ville comme ça? Est-ce qu'il y a des contraintes obligatoires, écologiques, économiques? Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de contraintes quand on travaille en ville, hein, notamment par le climat. On sait tous que les villes constituent des îlots de chaleur. Donc à partir de là, il faudra adapter la végétation à cela. Ensuite, les moyens de transport, hein, donc que ce soit les voitures, les vélos, les bus. Donc ça aussi, c'est pareil, il faudra adapter tous les projets à ça. Donc c'est pas chose facile, Lise pourra en parler. Et puis ensuite, il y a beaucoup de choses avec les événements climatiques, hein, donc les périodes de sécheresse, parfois des grosses périodes de pluie. Donc on voit qu'on en a un très bel exemple à côté de tout ce qu'a expliqué Alex tout à l'heure, hein, pour la gestion des eaux pluviales. Ensuite, il y aura tout ce qui concerne la nature des sols, hein. On sait qu'en ville, les sols ils sont assez ingrats, hein, puisqu'il y a eu beaucoup d'activités pendant des siècles. Donc, il y a eu des couches et des couches de matériaux, de la pollution, tout ça. Et puis aussi, il faudra regarder tout ce qui est d'un point de vue, on va dire, agronomique. Voilà. Donc, j'en reviens toujours à ce que la terre, c'est pas grand-chose, ça paraît anodin. Pour nous, c'est juste un support, mais c'est bien plus que ça pour nous en tant que paysagistes. Ça représente déjà la vie. Voilà. Lise? Et du coup, en fait, pour pouvoir approcher des projets de renaturation, faut commencer à reconstituer justement les couches dont tu parles. C'est-à-dire déjà quand on fait notre diagnostic général d'état des lieux, c'est pas uniquement ça ne peut pas s'arrêter au diagnostic de la pellicule superficielle qui contient quand même déjà toutes les attentes, les usages, etc. Mais pour pouvoir renaturer correctement, forcément, c'est désimperméabiliser, restaurer le sol, gérer l'eau en dessous, pour pouvoir ensuite, dans de bonnes conditions, planter, entretenir sur le long terme, etc. Donc c'est vrai que on parlait avant de l'histoire des décors. Quand on dit il y a des gens qui attendent un décor, ça donne l'impression qu'il n'y a pas de fondation en fait. Mais pour que ça puisse réussir ou que, entre guillemets, le décor perdure dans le temps de manière durable, dans tous les sens du terme du développement durable, il faut commencer par travailler sur ce qui ne se voit pas. Et c'est vrai qu'on oublie, par exemple, moi aussi j'avais fait quelques recherches de chiffres. Quand on parle, par exemple, dans 1 mètre carré de sol en forêt, mais je vais peut-être être corrigée par Monsieur Berry, alors fais attention. Hein. Donc, dans 1 mètre carré de sol de forêt sur les 20 premiers centimètres, en moyenne, hein, sur un bon sol, hein, on aurait plus de 1000 espèces d'invertébrés. Et dans 1 gramme de terre, ça serait 4000 espèces de bactéries
et 2000 espèces de champignons. Enfin, sauf que ceux-là, évidemment, ils n'ont pas grand monde pour parler d'eux. Et du coup, on aurait tendance à les oublier. Alors que, justement, par exemple, les processus de mycorhisation des végétaux permettent de largement renforcer et d'améliorer les chances de reprise. C'est des choses qui sont de plus en plus en pépinière, mais ça met du temps en fait, à se mettre en place dans les pratiques communes. Et pourtant, voilà, c'est en faisant très attention à ce qui est invisible qu'on peut permettre le développement du visible, je pense, de ce qui est bénéfique à tous. Lucie, on parle avec vous aussi de cette dialogue entre les espaces urbains et les espaces naturels. C'est un peu la suite de ce que vient de présenter Lise. Vous parlez de dézoomage, vous. Expliquez-moi ce que ça veut dire pour vous et pour expliquer un peu à tous ceux qui sont là ce soir. Oui, c'est-à-dire que, madame en a parlé, il y a des poches de nature en ville, des parcs, des coulées vertes qui se font aussi maintenant. En fait, c'est que nous, au conservatoire, on regarde plutôt les espaces naturels qu'on a entre les villes. Mais il faut savoir qu'un espace naturel, il y a des espèces qui font leur cycle de vie complet dans ces espaces naturels, mais il y a aussi des espèces qui ont besoin de se déplacer, qui font des migrations saisonnières, qui ont besoin de se déplacer pour se nourrir, pour se reproduire, pour mixer les populations aussi. Donc pour ça, elles ont besoin de se déplacer. Et pour se déplacer, eh bien, il faut aussi que les villes soient perméables. C'est pour ça que ce serait bien de tendre vers des aménagements où on dézoome, justement. OK, on pense aux aménagements en ville, mais on essaye de voir comment ça peut contribuer au déplacement des espèces. Ça, moi, je pense que ce serait quelque chose qu'il faudrait... Vous parlez de quelles espèces? Les osios, les fourmis? Les osios. Les osios. Alors, ça va être beaucoup les mammifères, mais les insectes aussi, en fait. Il y a énormément d'espèces qui se déplacent, hein, on s'en rend pas forcément compte. Et aussi, ce qui est important, c'est dans le cadre du changement climatique qu'on vit déjà depuis plusieurs années, les espèces ont déjà commencé à migrer et elles vont continuer à migrer. Donc pour ça, il faut des espaces naturels accueillants pour accueillir ces espèces qui migrent, mais il faut autant d'espaces de continuité, de couloirs pour permettre du coup de se déplacer. Et ces couloirs, parfois ils peuvent passer à côté des villes, mais parfois les espèces ont besoin de traverser les villes. Donc en effet, ça peut être des espèces terrestres comme des espèces volantes. Bien sûr. Voilà. Très bien. Question posée à nos experts sur un sujet, où je continue moi à poser mes questions. L'emprise au sol, Estelle, on a parlé de vous, on continue à développer tout ceci. Avec vous, l'emprise au sol, c'est la relation également entre vivants, accueil des êtres vivants aussi, et l'emprise au sol de la nature par rapport à l'urbain. Expliquez-moi un petit peu cette vision. Oui, en fait... Mais du coup, on a parlé de cette relation. En fait, il y a une relation nécessaire ville-campagne. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser la ville sans la campagne. La ville est permise par la campagne. Et même la ville exploite la campagne. Et c'est ne serait-ce que pour nourrir, en fait, les habitants. Et il y a quelque chose qui peut être un peu déformant si on réfléchit à la ville comme une forme d'unité autonome. En réalité, une ville ne peut exister que parce qu'autour, il y a une certaine quantité de territoire qui lui permet d'exister. Donc en fait, la priorité aujourd'hui, c'est arrêter l'urbanisation. C'est arrêter de s'étendre sur ces espaces. Alors d'abord, en premier lieu, pour nous-mêmes, hein, sans même parler de la biodiversité, pour qu'on puisse continuer à se nourrir, par exemple. Et puis, en fait, donc il y a quand même des choses qui, je dirais, avancent. Enfin, en tout cas, on essaye de se donner des ambitions. On n'arrive peut-être pas toujours à les tenir autant qu'on voudrait, mais en tout cas, on est à une heure aujourd'hui un peu d'urgence. Et sur le sujet de l'extension de l'urbanisation, il y a donc la loi ZAN qui a maintenant zéro artificialisation nette. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus étendre la ville sur des terres agricoles et naturelles, bien sûr. Pour faire des lotissements, c'est ça? Voilà, par exemple. Donc, typiquement, effectivement, les modes d'habitat peu denses
Et il y a du coup un art qu'on doit réinventer, un art de densification, mais aussi un art du jardin, parce qu'en fait, au-delà des côtés de la thermique, du réchauffement climatique par les effets de la température, il y a le vrai sujet de l'effondrement de la biodiversité, des écosystèmes, des relations en fait entre les vivants dont on a besoin. Et une des premières causes de l'effondrement de la biodiversité, c'est la suppression des habitats. Et la ville est bien sûr la première en cause. Alors, il y a l'agriculture, qui a, en France en tout cas, parce que tous les pays n'ont pas apporté les mêmes réponses, mais en France, le fait d'avoir le remembrement des terres agricoles et d'avoir aujourd'hui des énormes espaces d'exploitation pour la mécanisation, en fait, on a supprimé les haies, notamment, entre autres les arbres, etc., qui étaient les premiers habitats en fait, de la biodiversité. Donc, dans ces corridors, ces continuités, la ville a un rôle à jouer, mais dans une continuité en fait avec l'environnement premier de la ville. Donc, stopper l'urbanisation, densifier nos habitats à nous pour permettre aussi de redensifier aussi et de réaccueillir d'autres espèces, plus d'espèces avec nous. Et là-dessus, peut-être un dernier point, c'est le rôle des jardins en ville. Parce que tous les jardins ne sont pas équivalents. Et là, en fait, la densification n'est pas l'ennemi de l'accueil de la biodiversité, voire l'inverse. Il y a des études qui montrent qu'un plus petit jardin qui va avoir des haies plus hautes, qui va être peut-être plus facilement jardiné parce qu'il est moins grand aussi, et que quand on a 6000 m² de jardin, on n'a peut-être pas le temps d'aller entretenir, et donc on est peut-être tenté de faire une pelouse et d'avoir un gros tracteur tondeuse pour aller très vite. Et dans une pelouse, il faut savoir qu'il n'y a pas grand-chose, ou du moins il y a assez peu en fait, d'espèces vivantes. Donc finalement, et ça peut paraître paradoxal, le fait de densifier les habitats humains peut aussi permettre de densifier les autres populations, les autres espèces. Donc pour moi, il y a cette possibilité de densifier tout le vivant finalement. Est-ce qu'il y a des jardiniers ici avec petite parcelle ou un petit jardinet ou un jardin potager éventuellement? Il y en a un peu qui... Vous inquiétez pas, je suis pas des impôts, je fais pas la taxe foncière. Je regarde pas ce que vous avez au sol. Vous êtes jardinière, vous, madame? Votre mari, mais attendez, prenez ça, s'il vous plaît. Si vous voulez bien lui faire passer. Non, ça, en fin de compte, je vais vous expliquer. Vous êtes filmé et donc le son est retrouvé sur la bande, en fait. Très bien. Votre mari est jardinier, mais jardinier maraîcher ou jardinier pour le plaisir? Non, jardinier pour le plaisir. D'accord. Grosse exploitation? Pas du tout. Grand jardin, c'est quoi? Non, on a une maison avec une double entrée, donc une pelouse à l'avant. Et à l'arrière, il y avait une pelouse et on a décidé de la transformer. Donc on a tout retourné. On a déplanté les haies. Désolée. Non, mais il n'y a pas de bien ou de mal. On est là pour parler de nos expériences. On a lancé des cultures. Donc on a un jardin potager maintenant qui nous donne à peu près... l'année dernière, on a fait 96 kilos de tomates. Ah, quand même? Oui. Mon mari a été un bon jardinier. Ah oui, voilà. Très bien. Parfait. Et que tomates, du coup? Pommes de terre, haricots? Tomates, haricots, pommes de terre. On a du chou ramenesco cette année. On a construit. Alors nous, on essaye de prendre un peu tout ce qu'on peut. Donc on a construit avec du grillage de moutons une petite tringle. En fait, je ne sais pas comment l'expliquer. Il a fait une petite arche qui tombe presque chez la voisine. D'accord. Où on fait pousser des haricots grimpants qui nous tombent presque sous la main quand Ouais, on passe à travers. Ah, ça fait partie de la nature en ville, ça, on est d'accord, messieurs, dames. C'est cette nature-là que vous gérez vous-même. Ok. Il y a d'autres personnes qui ont un petit jardinet, 3 iris, un olivier, je ne sais pas. Non? Vous avez tous un appartement? Non, vous ne voulez pas le dire. Très bien, j'ai bien compris. Parfait. Si vous avez des questions, voilà, non. Je peux venir vous voir après un petit peu? Vous, comment ça se passe quand on veut aménager une ville, planter un arbre, une jardinière? Vous êtes, vous, à la ville et justement là-dedans. J'aimerais savoir comment on enclenche tout ceci. Est-ce qu'il y a une étude préalable? Comment ça se passe en mairie? En fin de compte, vous êtes directrice des services techniques de l'aménagement de la ville d'Orion, je le rappelle, Caroline. Donc il y a
une équipe avec vous, comment ça se passe? Expliquez-moi. Oui, j'ai bien compris. Ils sont là. Donc dites-nous un petit peu, qu'on sache un peu les coulisses justement, c'est ça aussi le but du Forum citoyen. Alors, déjà, il faut savoir qu'en ville, on est... Ça marche ou pas? Oui, oui, Ça marche. tout à fait. On est des techniciens, donc ça veut dire qu'on répond à une commande politique, qu'on essaye parfois d'orienter un petit peu avec nos idées, puisqu'on est là aussi en appui aux élus pour leur suggérer des orientations d'aménagement. Et dès lors que c'est validé, on lâche les chevaux, on se fait plaisir entre guillemets, et effectivement, on ne va pas tout de suite prendre le crayon et la feuille de papier. On essaye depuis plusieurs années maintenant d'avoir des phases de concertation avec la population. Mmh. Et je pense que vous l'aurez bien compris quand Alex et Florent vous ont expliqué comment ils ont procédé pour aménager cette place. Et, ils sont allés voir les commerçants pour comprendre qu'il y avait un besoin de terrasse extérieure à cet endroit, qu'il y avait Monsieur Hiver qui prenait place tous les ans et qu'il fallait intégrer. Donc on essaye de partir un peu d'abord d'une page blanche, mais qu'on va dessiner avec les habitants à travers plusieurs réunions de concertation, des immersions sur le terrain. On peut aussi parfois faire des inventaires écologiques. Ça nous est arrivé sur plusieurs projets, notamment le parc des Dagneaux qui devrait sortir de terre l'année prochaine. Quand on va sur des milieux très naturels comme ça qu'on prétend aménager, ce qui n'est pas le cas de la place José Moron, on n'y va pas direct avec les bulldozers. On va déjà regarder ce qu'il y a sur place, quelle est la nature du vivant, comment est-ce qu'il est représenté, comment est-ce qu'on peut le conforter quand il est présent. S'il n'est pas présent ou peu présent, comment on peut en favoriser la venue. Donc, par exemple, oui, sur le parc des Dagneaux, on a fait un inventaire naturaliste sur toute une année avec un bureau d'études que je nomme ici, mais il n'y a pas de secret, c'est Crexeco, et qui nous a regardé la faune, la flore, etc., pour qu'on puisse faire des choses correctement. Et après, effectivement, on se fait plaisir parce qu'on est là pour aussi. Et à partir de ça, Florent et Alex se régalent à imaginer des choses. Mais comment on choisit Voilà. les essences qu'on plante? Alors ça, par contre, je vais passer le micro à Alex. Voilà, merci. Il y a un choix qui est fait. Il faut faire comme Lise Marshall ou moi-même, il faut se former, ou en vrai, ou à être courageux et ne pas avoir peur de planter et de tester. Après, il faut être curieux. Il y a des milliers d'espèces qui existent sur la planète, plein qui ne sont pas accessibles en France dans les pépinières. Mais il ne faut pas hésiter. En fait, on ne peut pas faire bien, on ne peut pas faire mal, parce qu'il y a des plantes qui vont attirer certains oiseaux et l'autre plante d'à côté pas du tout. Des fois, c'est l'inverse. Il y a des papillons qui ont besoin vraiment d'ourler herbacées très bas pour être bien. Et dès qu'il y a des haies de 3 mètres de haut, ça ne leur va pas, mais ça va attirer. Moi, j'essaye de ne pas prétendre tout contrôler et voilà, de mettre en place plusieurs strates végétales qui vont contenter autant le petit moustique que le cerf, que l'humain et compagnie, et densifier les plantations. C'est un aller-retour entre ce qu'on a besoin de voir être à l'ombre, infiltrer de l'eau, et aussi, en tout cas pour ma part, une passion de tester des plantes, voir comment elles se comportent. Ah, celle-là, diversifier. Ah, celle-là, il n'y en a pas à Rion. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà fait moins 17 en 2012, ou parce que personne n'a pensé à en planter. Ouais, d'accord. Et ça, on peut pas. Moi, je prétends pas du tout. Oui, il y a un peu le côté aussi expérimentation à des moments, quoi, aussi. Ah ouais, d'accord. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à surpasser la monoculture. C'est très facile d'avoir 30 plantes qui marchent dans tous les coins et d'utiliser toujours celle-là. Moi, pour l'instant, je me considère un peu comme un apprenti sorcier et de tester. Et pour l'instant, par chance, on a eu des étés et des hivers non catastrophiques qui n'ont pas fait que toutes nos palettes végétales mises en place, par exemple sur la place Fexperol, il y a toujours 10-20% de pertes. Là, ça reste non visible parce qu'on plante dense et certaines vont mourir, d'autres vont prendre leur place. Je voulais poser la question plus tard, mais je vais la poser maintenant parce que vous êtes là-dessus. Par exemple, on a eu un phénomène de canicule cet été. Le dérèglement climatique change votre façon de travailler. Il faut soutenir un arbre plus longtemps, il faut lui donner à boire plus longtemps. Comment est-ce que vous faites quand il y a des grosses chaleurs comme ça, par exemple, pour soutenir les végétaux que vous avez plantés qui n'ont peut-être pas le système racinaire adéquat? C'est impressionnant comment les plantes, pareil, quand il y a une certaine rugosité du paysage avec des plantes partout, elles vont et qu'on laisse aussi les arbres existants. Systématiquement, on essaye, même quand ils sont moches, de garder les arbres existants parce qu'ils ont pu souvent, avec les années, aller chercher des eaux dans les nappes beaucoup plus profondes que
les plantes herbacées et arbustives plus petites sous-jacentes. Et eux, même en été, ils vont évaporer de l'eau. 90% de l'eau qu'ils vont aller chercher, ils vont l'évaporer. Ça crée des microclimats finalement qui vont... C'est de l'entraide en fait, ce que vous êtes en train de me dire. Favorable, venir se mettre en buée sur les feuilles des autres et compagnie. Et plus on plante, plus on recrée des petits cycles de l'eau. Et c'est un des principaux. Moi, j'ai deux choses qui me font peur un peu dans le monde, c'est le peu d'importance apportée à la terre fertile et à notre alimentation, et le peu d'importance apportée aux petits cycles de l'eau, où on pense aux grands cycles, les rivières qui remplissent les mers et compagnie. Mais tous ces petites eaux qu'on draine dans les terres agricoles, dans nos maisons. Moi, le premier, quand il y a de l'eau à côté de ma façade, j'ai un peu peur, alors qu'en fait, des fois, c'est des peurs qui ne sont pas fondées. Et maintenant, il faut arrêter d'avoir peur et aller avec le vivant, avec l'eau, pour regorger d'eau nos paysages, regorger de vie nos paysages. Et oui, il y aura peut-être un moustique qui rentrera par la fenêtre, mais on est super fort, on a des mains, Merci beaucoup. Parfait. On va exploser les moustiques alors qu'on est en train de parler de nature en ville. Oui, bien sûr, Lise, je vous en prie. Alors, bon, l'intervention d'Alex, c'est très dense, mais du coup, ça me donne envie de rebondir sur beaucoup de choses parce qu'il y a plein de choses qui sont très intéressantes. Alors, c'est vrai que là, en prémisse, en fait, quand on a discuté du forum, une des choses que j'ai dit, c'est mais on va prêcher des convertis parce que c'est toujours les convertis qui viennent. C'est jamais ou rarement entre guillemets ceux qui sont contre ces principes qui viennent à ce genre de soirée. Et du coup, c'est vrai que moi, ce que je trouve très intéressant, c'est autant en fait la population, d'une manière générale, j'entends, est de plus en plus éduquée parce qu'on leur a rabâché l'importance du développement durable, de la végétation, des arbres, etc. Autant il leur manque justement la petite couche, et c'est normal parce qu'on est tous, on a tous plein de sujets qu'on ne maîtrise absolument pas. La notion en fait supplémentaire, par exemple, on dit le végétal local. C'est super important, il faut planter des végétaux locaux. Mais on a parlé du déplacement des espèces. Alors oui, il y a celles qu'on voit qui se déplacent, les oiseaux, oui, mais les arbres aussi se déplacent. Les rhubarbes peut-être aussi se déplacent. Pas à la même vitesse, mais n'empêche que c'est une réalité. Et donc c'est vrai que finalement, parfois, moi j'ai envie de dire, quand j'entends d'autres élus, alors moi je travaille beaucoup plutôt avec des petites communes rurales, qui se sentent souvent moins concernés par les questions de la nature dans leurs espaces publics, même s'ils sont minéralisés, parce que justement, sous prétexte qu'ils sont dans la campagne, ça les concerne entre guillemets moins. Et donc souvent, on a un petit peu les mêmes choses qui nous reviennent, des formations qu'ils ont eues. Mais du coup, on plante du végétal local. Et alors après, je leur sors une palette végétale, et puis ils me disent, mais Madame Marchal, mais non, mais là, vous mettez des trucs, j'ai regardé sur Internet, ça vient du Japon, puis alors ça vient de tel endroit, etc. C'est pas local. Alors je dis, oui, mais effectivement, tout n'est pas local, et on cherche aussi à avoir du local. Mais on cherche des réponses. Il y a plein dans les pépinières, etc., beaucoup de gens qui vont aller chercher sur, en fait, on va être sur des genres, mais on va chercher des espèces différentes avec justement une amplitude d'adaptation climatique ou aux variabilités qu'on va trouver dans d'autres pays, parce que les végétaux vont aussi être amenés à se déplacer. Et donc, c'est un peu ça, en fait. Et quand on parle justement aux experts, et moi, j'en suis pas une, mais quand on a des diagnostics phytosanitaires, moi, j'étais la première où j'ai pu m'entretenir avec des chercheurs aussi à l'université. Alors, je leur dis, mais donne-moi la palette magique, si tu l'as, ça m'intéresse. Ils sont les premiers à vous dire, on n'en sait rien. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement ce qu'Alex vient de dire, planter plein de choses et voyez ce qui marche. Et ça permet de revenir à là où je voulais en venir. Quand on est jardinier, on plante plein de choses, on voit ce qui marche, et on voit aussi qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et ce n'est pas parce qu'on n'y a pas fait attention, parce qu'on n'a pas porté de l'attention, qu'on n'a pas tout fait ce qu'il fallait pour que ça marche, et que ça n'a pas marché. Et c'est un peu la difficulté qu'on a, c'est-à-dire quand la population a une attente forte, ou parfois où certains élus, certaines personnes peut-être moins techniciennes, ne comprennent pas l'échec, entre guillemets. On peut faire il y a le végétal, il y a une part d'incertitude, on peut se donner des moyens, mais c'est vrai que la notion, l'obligation de résultat, les contraintes d'entretien, etc., tu pourras peut-être
en parler davantage. Parfois, on a dit, bah oui, mais voilà, il faut qu'on teste. Et c'est vrai que dans les travaux de plantation, justement, quand on dit, ah, mais il y a trop d'entretien, vous mettez trop de plantes. Mais non, je leur dis justement, mais plus on en met, moins il y a d'entretien. Il y en a une qui meurt, justement, ça se voit moins. Et puis le chardon qui va pousser au milieu, vous ne le verrez même pas, ou vous le verrez quand il y aura la fleur et vous allez la trouver sympa. J'ai des communes, ils m'ont dit, mais madame, mais ça, on l'avait planté? Non, non, mais vous voyez, vous l'avez laissé. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est vrai qu'accepter, en fait, la grande difficulté, moi je trouve, c'est tout le monde sait qu'il faut de la nature en ville, on en a envie. Le problème, c'est que les gens se sont déconnectés justement du bon sens paysan, du jardin, etc., et n'acceptent plus les inconvénients de cette nature. Donc il faudrait qu'on arrive à mettre en place une nature idéalisée dans un espace extrêmement contraint d'un point de vue technique, et à moins d'avoir énorme et de la chance et plein de moyens, on n'arrivera pas à avoir des choses qui sont forcément tout le temps extrêmement réussies. Je me permets de rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux tests et à éventuellement mettre des plantes qui viennent d'autres continents. Il faut quand même être prudent par rapport à certaines espèces qui peuvent devenir invasives, notamment des espèces qui ont été justement plantées par le passé parce qu'elles étaient jolies et qui malheureusement après se sont tellement développées que maintenant il y en a certaines, c'est très compliqué pour les arrêter. Ça pose des problèmes par exemple la renouée du Japon sur des berges, de concurrence avec des espèces locales. Il va y avoir certaines espèces qui vont poser des problèmes d'allergie, comme l'ambroisie. Donc il faut rester très prudent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais voilà, il faut rester très prudent. Et nous, au conservatoire, alors on fait peu d'aménagement en ville, mais on teste aussi des choses plutôt dans les espaces naturels. Et je voulais juste vous partager que nous, on essaye de travailler sur la diversité génétique et la diversité des variétés. Donc la diversité génétique, je vous donne un exemple. On a fait des plantations de haies et des plantations de bosquets en utilisant du végétal local, c'est-à-dire des variétés, des espèces qui sont locales, qui sont adaptées à notre terroir, à nos climats, mais avec des variétés génétiques du sud du Massif central. C'est-à-dire qu'on anticipe le changement climatique. On a planté dans le Puy-de-Dôme, par exemple, du pin sylvestre génétiquement du sud du Massif central pour l'aider en fait, à migrer. Et au niveau des variétés, on travaille également sur la protection et la préservation des variétés fruitières, parce que c'est pareil, c'est de la diversité génétique qui permet aussi de s'adapter à différents contextes. Est-ce que... réaction? Pas forcément. Très bien. Vous avez, j'aimerais bien savoir quelle est votre perception, vous, de la nature en ville, dans votre quartier. Est-ce qu'il y en a assez? Est-ce qu'il y en a trop? Qu'est-ce que vous verriez bien? Oui, mais je vous en prie. Mais... Juste peut-être aussi parler de quelque chose, le côté vivrier. On a un petit peu parlé des jardins, mais au centre social, on a un jardin. J'ai vu que mon collègue n'avait pas levé la main quand on a dit qu'il était jardinier. J'étais surprise. Merci. Balancez, vous avez raison. Et c'est 1000 mètres carrés. Alors, c'est vraiment un jardin comme support, de voir des enfants sortir un truc de la terre et les mettre dans la bouche. Il y a aussi ce rôle de reconnexion, un peu quand on se questionne sur ce qu'on mange, mais reconnecter l'urbain aussi à ce qu'il mange. Je pense que aussi un des rôles de la nature en ville peut-être. Voilà. C'est vrai qu'on voit tous les cerisiers, des fois beaux, les cerisiers japonais qui ne donneront jamais de cerises. En même temps, s'il y a plein de cerises par terre, enfin voilà. Et votre perception, vous, de la nature en ville, je ne sais pas, vous auriez éventuellement, si on vous donnait 100 000 €, vous auriez des projets pour une nature en ville Moi, ça me questionne quand on dit qu'il faut arrêter de planter. En fait, moi, j'ai une vision, je suis agroécologue de formation, où c'est vraiment de se dire il faudrait de la ville partout et de la nature partout. Et on a décidé de mettre des zones où on produit beaucoup, des zones où on fait que de la nature, des zones où on fait que de la ville. Et en fait, écologiquement parlant, ça ne marche pas. Il faudrait qu'il y ait de la nature partout. Donc que les champs arrêtent d'être des déserts écologiques et que oui, et plus que nos trottoirs soient de l'herbe. Voilà, Mais bon, du coup, ça voudrait dire peut-être que des zones naturelles conservées par le conservatoire sont plus totalement, complètement mises sous cloche, mais il y a des...
Mais il y a des zones, on a ce truc-là de dire il y a des zones vraiment nature, et puis des zones où on produit, où il y a la ville, quoi. Peut-être plus de... On veut dire qu'il y a des pôles, voilà, plus urbains, plus nature, et qu'il faudrait peut-être une interprétation de ces pôles. En fait. Je dis juste que l'écologie, a priori, de ce que j'en connais, a besoin justement que ce soit tout mélangé, en fait. Ouais, très bien. D'autres réactions? Oui, allez-y, je vous en prie. Je reviendrai sur la question de apprivoiser en fait la nature. En fait, je poserai bien la question à chacun de nos interlocuteurs en disant mais jusqu'où va-t-on laisser ou peut-on laisser la nature libre dans un centre-ville? Parce qu'on a quand même des surpopulations de pigeons, on a des surpopulations de corneilles, on a des rats. Donc, quelle est cette vision qu'on peut avoir d'un équilibre, d'éviter des surpopulations, de faire en sorte que les citoyens acceptent finalement, parce que là on parle de plantes, tout va bien, c'est joli et c'est beau, mais on a quand même d'autres problèmes liés effectivement à cette nature qui peut prendre la place parfois dans des centres-villes qui sont compliqués. Merci pour cette question. Estelle, en plus vous êtes habitante de Rion. Alors justement, quelle est votre sensation face à cette question-là, et vous, comment est-ce que vous le vivez, cette nature à Rion? Oui, et alors peut-être du coup... et répondre, monsieur, à cette question. C'est vrai que sur... je répondrai après, c'est une magnifique question. Mais effectivement, donc, nous, on habitait à Oulin avant, en banlieue lyonnaise. On est venu habiter ici pour des raisons professionnelles. Et c'est vrai que je me faisais cette réflexion parce qu'à Oulin, on avait une petite maison, on était dans une petite maison ouvrière avec un jardin de 200 mètres carrés, mais dans la métropole lyonnaise. Donc en fait, on avait un petit bout de nature apprivoisée qui était notre chez nous, avec nos petites tomates aussi. Voilà. Et on a déménagé à Rion et on s'est retrouvés, on a voulu d'ailleurs habiter dans ce magnifique centre-ville. Aujourd'hui, donc en fait, je suis beaucoup plus urbaine qu'avant en habitant à Rion. Du coup, j'habite en plein centre-ville. Il n'y a même pas un balcon chez moi, mais je me sens beaucoup plus proche. En fait, on a l'impression, d'ailleurs, on ne veut pas retourner à Lyon, mais on a l'impression en fait, d'être beaucoup plus proche de la nature. Ici, pour venir ici, je suis venue en vélo. Voilà, j'ai l'impression. Peut-être pas la rase campagne, mais enfin quand même, si on trouve des allées, etc. Et donc, voilà, aujourd'hui, et je pense que c'est ce sujet de relation ville, campagne, nature, c'est-à-dire que, en fait, tout mélangé avec tout, on aurait vraiment des problèmes vu la taille des villes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, on ne se rend pas bien compte de ce que consomme une ville. En fait, les villes consomment énormément de territoire. Donc, s'il faut arrêter l'urbanisation, c'est parce qu'en fait, on n'a plus les moyens de la soutenir aujourd'hui. Vraiment d'un point de vue de l'emprise au sol, c'est-à-dire que la quantité de surface qui nous reste. Et en tout cas, par rapport à cette question de la maîtrise... Surpopulation des animaux comme oui, les en fait, rats ou pigeons, moi, entre il me semble qu'il y a un sujet de relation, en fait. De relation à ce qu'on appelle nature et de ce qu'on accepte, de ce qu'on n'accepte pas, mais aussi par rapport peut-être à une culture ou des pratiques justement, comme je disais au début, qu'on a perdues ou qu'on ne sait plus bien faire. Il me semble que le sujet de l'éducation, par exemple, des enfants, que de voir pousser, que ça ne soit pas étranger, qu'il y ait une forme de familiarité. Je pense qu'il y a un enjeu parce que c'est une question de relation. Les choses sont en transformation permanente. Et il me semble qu'aujourd'hui, avec le capitalisme, la culture des objets, on a cette idée que les choses sont figées. Donc la nature est un décor, il ne faut plus qu'elle bouge, puis il faudrait faire le moins de choses possible, même tondre ou tailler. Voilà, il faudrait que tout reste comme ça. Et c'est pareil pour les bâtiments. Voilà, on n'accepte plus aujourd'hui qu'il faut nettoyer son chéneau, entretenir ses volets. On ne veut plus de volets en bois, il faut mettre de l'aluminium partout. Et donc il y a un vrai sujet, je pense, de relation à notre environnement, en fait, à notre milieu de vie, et où globalement, on a dans nos sociétés, on est peut-être plus intellectuel, on a des métiers plus tertiaires, on passe du temps devant l'écran, et on s'est peut-être éloigné aussi d'une relation physique en fait aux choses, que ce soit dans la relation au bâtiment ou dans la relation en fait aux environnements. Donc pour moi,
il y a toujours eu, voilà, on a toujours voulu éloigner les souris, on a toujours, et peut-être que ça, aujourd'hui, on est moins tolérant pour ça. Il faudrait que rien ne bouge et qu'on ne modifie plus. Alors, c'est même contradictoire parce que les gens veulent de plus en plus de nature en ville, mais supportent de moins en moins les corneilles parce que ça fait des excréments sur les voitures, ça fait du bruit toute la journée, supportent plus les pigeons pour les mêmes motifs et les rats également. Donc c'est assez contradictoire. Ils veulent de la nature, mais pas les inconvénients. Et alors, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Jean-Louis Reynaud. Je suis adjoint au cadre de vie, justement, à la mairie et aux espaces verts. Donc, j'ai beaucoup de réclamations concernant tous les inconvénients. Pourtant, la ville d'Orion, depuis 10 ans, a travaillé beaucoup sur les espaces verts. Vous en êtes peut-être rendu compte. Hein. On a fait la coulée sur la RD 2029. On est en train de faire le parc de Lambaine. On a fait la place Félix Perrault. On a aménagé comme un parc l'avenue Archamp des Pérouses. On a fait des coulées vertes partout. On travaille beaucoup et j'ai pourtant de plus en plus de réclamations. Les gens ne supportent pas qu'il y ait un brin d'herbe sur leur trottoir en ville, alors qu'ils veulent de la nature à 50 mètres plus loin. C'est difficile tout de suite cette situation. Voilà, il y a ce côté contradictoire en fin de compte. Voilà. Après, devant chez soi, on peut enlever aussi la petite herbe si toutefois ça nous gêne. Hein. Voilà, on n'attend pas non plus les services de la ville aussi pour éventuellement enlever les mauvaises herbes qui peuvent éventuellement nous gêner. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Et je l'ai fait sciemment pour que vous me repreniez. Voilà, je me suis fait taper sur les doigts et c'est bien fait. Elle a raison, Lise. Le caca d'oiseau n'est pas du caca, bien sûr. Merci, Lise. C'est de l'engrais, tout à fait. Lucie, concernant voilà, ce rapport qu'on peut avoir avec peut-être une prolifération, entre guillemets, de choses qui nous semblent bizarres, en fait, ou un peu néfastes pour nous, prolifération de corneilles, de choses comme ça. La biodiversité, où vous souhaitez en accueillir plus, mais c'est peut-être un peu difficile pour l'humain. Déjà, par rapport à ce que vous disiez, monsieur, c'est vrai que je pense qu'en fait, tous les citoyens ne veulent pas la même chose. Enfin, bon, ça, je pense que vous l'avez sur d'autres sujets. Alors, je ne sais pas si ça va vous rassurer, mais vous n'êtes pas la seule ville où il y a cette problématique. Moi, je travaille pas mal sur Clermont-Ferrand. Il y a exactement les mêmes problématiques. On est face à des espèces qui s'adaptent très vite, qui sont des commensaux, qui utilisent beaucoup les déchets humains, qui cherchent la facilité, donc voilà, qui se sentent très bien en ville. Il y a des systèmes. Le problème, c'est qu'il y a un déséquilibre du coup qui s'installe. En fait, c'est qu'elles n'ont pas de prédateurs. Donc, il y a des villes qui embauchent des fauconniers, par exemple, pour les effaroucher ou ce genre de choses. Après, j'ai pas de solution miracle, hein, ça se saurait. Riom est une ville assez propre, hein, mais c'est vrai que souvent, il y a peut-être aussi des fois des problématiques de déchets dans les rues qui attirent justement ces espèces-là. Alors, je ne dis pas que c'est le cas à Riom, mais ça peut se passer ponctuellement, quoi. Voilà. C'est ça. Après, faut travailler sur la pédagogie. C'est vrai que c'est... Mais voilà, j'ai pas de solution miracle. Non, mais après, c'est intéressant. Justement, on vous a posé la question de savoir quelle était votre vision là-dessus. On continue le tour de table. Lise, concernant les bébêtes, la surpopulation de certaines choses ou d'invasion. J'étais plutôt partie pour continuer de parler des gens, effectivement. Parler des gens. Non, mais c'est vrai que c'est effectivement compliqué. Je pense que par la pédagogie, avec les enfants, les générations qui viennent, qui eux, du coup, même s'il y en a finalement peut-être peu qui auront eu les mains dans la terre, ça va revenir en fait. Mais c'est vrai que moi, ça m'étonne toujours de voir à quel point en fait maintenant vous avez une abeille, il y a une guêpe, mais il y a 9 chances sur 10 que la personne à côté de vous, elle ait peur. Ah, mais il faut la tuer tout de suite. Elle t'a rien fait encore. Donc c'est vrai que quand on dit si les Riomois trouvent qu'il y a beaucoup de pigeons, il faudrait demander aux pigeons s'ils trouvent qu'il y a beaucoup d'araignées ou je sais pas. Et par curiosité, j'avais juste regardé. Vous vous en foutez peut-être, mais moi j'ai trouvé ça marrant. Les krills. Vous savez, parce que donc le krill, c'est l'espèce vivante. Du coup, c'est pas dans les océans, ça? Si. Oui. Alors, on les connaît pas très bien parce que ils sont petits, une espèce de petite crevette, la transparente. Mais ils sont 500 000 milliards. Donc c'est eux qui sont de très loin les plus nombreux. Donc on dit c'est la terre des hommes, c'est les océans des krills, je pense. Donc on a toujours, c'est vrai qu'on a une vision nous en tant qu'humains de ce qu'on a envie de voir, d'avoir autant autour de nous, et on a une notion de
la quantité qui nous paraît acceptable de chaque chose, de chaque espèce. Mais je pense que souvent, c'est vrai qu'elle peut être assez éloignée des réalités fonctionnelles, en fait. Voilà. Et finalement, comment est-ce qu'on arrive à concilier la fonctionnalité biologique dont on va avoir besoin à une grande échelle dans le cadre d'un développement durable avec nous, notre perception d'humain, avec ses avantages et ses inconvénients. Bruno, on termine le tour de table avec vous. Alors, moi, je remarque qu'il y a un gros problème d'éducation. On voit que nos enfants sont complètement déconnectés de la nature. Comme dit Lise, dès qu'ils voient une abeille, tout de suite, ils le considèrent comme un ennemi. Elle va certainement me piquer, alors que c'est improbable. Et puis après... Oui, c'est ça, on va rejoindre Lucie sur la pédagogie, en fait. Ouais, beaucoup. Sur apprendre à accepter peut-être un peu de tolérance des animaux en ville. Alors, évidemment, tous les gamins n'ont pas la chance de mettre les mains dans la terre, de ramasser des tomates, de manger une framboise. Mais bon, au niveau peut-être scolaire, il y a peut-être des choses à voir au point de vue national, quoi. Voilà. Bon. Alors, on va loin. Hein. C'est beau. Non, mais c'est bien, vous ouvrez une porte. Alors moi, j'ai eu 2 exemples en 2 jours. Un client chez un particulier qui, lui, ne voulait pas d'arbres, pas de plantes qui attirent les insectes. Voilà. Alors là, on vous dit ça. Même en plastique, ça marche. Vous avez envie de prendre la clé de la voiture, de la démarrer et fuir. Parce que vous dites là, vous posez des questions. Vous n'avez même plus envie d'établir un contact, quoi. Voilà. 2 fois de suite, ça? Oui. La même chose? Hier, dans Clermont, on s'est fait, donc, dans le cadre du BHNS, donc pas mal d'espaces verts, une dame d'un certain âge qui nous reprochait de faire trop d'espaces verts. Voilà. Il y en a assez, ça suffit bien, ça. Cette dame, vous la recroisez au mois de juillet quand il fait 40 degrés, elle vous dira, mais planter des arbres, il fait trop chaud. Voilà, on en est là. C'est dur, franchement. Donc il n'y a pas que les jeunes, en fait. Hein. Il y a même c'est toute génération, en fait. Il n'y a pas que les jeunes. Oui, tout à fait. Nous sommes d'accord. Attendez, on a besoin de vous. Puisque en même temps qu'on fait des espaces verts, on désimperméabilise au maximum pour que la goutte. Le principe, c'est que la goutte doit rester où elle tombe. Ça, c'est son gros travail. Mais ce qui est contradictoire aussi avec les habitants, c'est qu'il faut qu'on fasse des travaux sans perturber ni la circulation, ni sans créer aucune perturbation. Et à Rion, justement, on a réussi, puisque depuis 10 ans, on a fait quand même pas mal de végétalisation, sans trop perturber la circulation, jamais. On fait des poches comme ça, mais on ne perturbe pas trop la circulation, jamais. Et ça, c'est tout un enjeu quand même. Est-ce qu'il y a des initiatives? Ah, oui. Mais je vous en prie, vous êtes là pour ça. Alors moi, je voudrais juste rebondir parce que je vous entends parler de pédagogie. Moi, j'ai les enfants qui sont à l'école juste à côté. Donc, on a vu, j'étais jardinière, on met la main dans la bouche, je viens d'Alsace, j'avais un jardin. Moi, j'ai une question, j'en profite parce que je vois qu'il y a des adjoints. Alors déjà, je voudrais remercier la commune parce que la promenade plantée, tous les espaces que vous faites. Alors, c'est peut-être pas assez dit, mais les enfants, ils sont ravis parce que, je suis désolée, c'est une bouffée d'oxygène. C'était déjà très sympa avant, mais voilà, c'est plein d'arbres, c'est plein de verdure, c'est plein de plantes. Oui, c'est vrai. Alors, tout ce qui est fauchage raisonné, c'est pas toujours évident de le comprendre. Des fois, ça fait un peu brouillon, mais c'est vrai que ça fait venir des espèces, on est d'accord. Et donc j'en profite pour rebondir parce qu'il y a des serres à Rion, on a les écoles. Je me dis que la nature en ville, pour nous, ça pourrait représenter aussi peut-être un peu plus d'espace vert à l'école et peut-être d'enseigner, du coup, après sans réagir après, mise en place. On vous écoute. Mais de pouvoir en fait faire un lien entre l'école et montrer aux enfants. Mais regarde, les espaces verts, c'est ça. L'arbre, il n'est pas venu tout seul. La culture, elle n'est pas venue tout seul. Nous, les enfants, on essaye de leur inculquer. Voilà, ça pousse. Il y en a qui meurent. Des fois, ça ne meurt pas. Des fois, ça pousse. Tout le monde n'y a pas accès. Je sais qu'au jardin, au centre social, c'est quelque chose qui est vraiment très important.
On parlait tout à l'heure sur la visite de la place, des brumisateurs qui vont être mis en place et de cet espace qui va être donné aux enfants qui ne peuvent pas partir. Ça leur fait une bouffée d'air. Je trouve que le cratère, je trouve que les travaux, c'est magnifique ce qui est fait. Donc voilà, alors, ok, je suis peut-être la seule maman d'enfant ici, là, ce soir. Mais je trouve que ça, c'est important et c'est peut-être pas assez mis en place à l'école. Je suis aussi parent d'élèves, donc ça sera aussi mis à l'école. Mais je trouve que cet échange, il est important et de pouvoir montrer aux enfants, bah, regarde, c'est comme ça au début, voilà ce que ça va être après, et leur donner la possibilité de planter aussi, c'est important. Je sais qu'il y a des maîtresses qui le font. Alors, je ne sais pas, peut-être avec un soutien, c'est possible. Allez-y, oui, terminez, je vous en prie. La dernière, avant de le passer, nous, on a la chance aussi d'avoir les enfants qui ne sont pas en centre de loisirs sur les sites des écoles. Ils sont à l'extérieur, ils sont à Loubera, ils sont bien, ils sont tout le temps en extérieur. Et je trouve que c'est hyper important pour eux, justement parce qu'ils sont toujours en extérieur, ils ne sont pas sur Rion, ils sont bien. Merci pour votre intervention, madame. On va tenter de vous répondre sur les espaces verts dans les centres pour les enfants et les écoles. Oui, Caroline ? Des éléments de réponse, parce qu'effectivement, on disait tout à l'heure qu'on concertait sur la conception des espaces publics, mais on essaye aussi des fois d'associer le public à la mise en œuvre même de ces espaces. Donc, par exemple, Alex qui avait travaillé sur le parc André Vachon-France, pour ceux qui connaissent, qui est dans le quartier de la Varenne, à côté du stade des Mille-Ponces. Alex a travaillé avec l'école Pierre Brossolette, qui était vraiment juste à côté, en lien avec les directrices d'école, pour qu'une partie de la mise en œuvre de ce parc soit réalisée par les enfants des écoles, donc, qui sont venus planter des végétaux. On fait régulièrement aussi des visites des serres de la ville, puisqu'on produit à la ville de Rion pas mal de végétaux au niveau des serres. On fait chaque année des visites des serres au bénéfice des élèves des différentes écoles. On a pu, par exemple, aussi, c'est un peu plus vieux, mais quand on a renaturé la zone humide du Céré, pour ceux qui connaissent aussi le Céré, il y a une zone humide qui a été restaurée il y a maintenant une bonne dizaine d'années, je pense. On avait fait un partenariat avec le CPIE Clermont-Dôme pour que les élèves de l'école Maurice Genet soient associés à cette renaturation. Ils sont allés faire des inventaires naturalistes avec le CPIE, voir les petites bêtes qui s'installaient dans cette zone humide. Voilà, donc on travaille aussi cette année sur la renaturation des cours d'école. On n'a rien inventé, ça se développe beaucoup en France en ce moment. C'est-à-dire, concrètement, on remet des arbres, les marronniers d'Inde là, que moi j'avais quand j'étais petit, le grand. L'idée de la renaturation des cours d'école, c'est on se fait accompagner par un bureau d'études qui fait de ce qu'on appelle de l'AMU, de l'assistance à maîtrise d'usage. Donc c'est un monsieur qui va travailler sur l'école Maurice Genet à partir de maintenant et qui va en gros aller faire un diagnostic immersif dans l'école pour voir comment les enfants s'approprient ces cours. Et il en a fait plusieurs sur Clermont, sur d'autres collectivités de France. Et l'état des lieux qui est fait des cours d'école aujourd'hui, c'est que, elles sont très minérales, ça on le savait, mais que 2, elles ne favorisent pas le multi-usage. Parce qu'en fait, il y a des phénomènes, ils appellent ça de coraux, c'est-à-dire que les enfants, ils sont sur les bords. Regardez les cours d'école, ils sont tous agglomérés sur les bords. Et au milieu, vous en avez 3 qui jouent au foot. Voilà. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de dire comment est-ce qu'on rend ces cours plus multifonctionnels, moins genrés aussi, quelque part, pour pouvoir favoriser dans les classes de maternelle la psychomotricité aussi, en mettant des petits jeux, en mettant des copeaux, en mettant des végétaux, en faisant des coins où on peut se reposer, des coins où on peut jouer à des jeux de société, pour que les cours soient bien mieux investis. Alors on commence par Maurice Genet parce que c'est la cour où il y a la plus grosse densité d'enfants au mètre carré, entre guillemets, l'école de centre-ville, et qui est très très minérale. Où les enfants grattent, parce qu'ils adorent gratter, c'est des fox terriers dans les écoles, ils grattent, mais vous n'avez pas idée, avec nos pelleteuses, on ne fait pas mieux. Ils grattent les cailloux, puis après, ils les balancent par-dessus le parapet sur le boulevard en dessous. Donc, en fait, il faut des zones à gratter, il faut des zones à dessiner, voilà. Donc, on va travailler là-dessus. Ce n'est pas forcément des gros budgets, mais l'enjeu de ces projets, c'est là-dessus, je voudrais insister, c'est qu'il faut le faire avec eux. C'est-à-dire que pendant 3 mois, les enfants vont participer à des ateliers animés par cette personne pour imaginer leur cours idéal. Les enseignants vont faire de même, les agents du périscolaire vont faire de même, les enseignants sportifs vont faire de même. Et le but, c'est d'arriver à un projet d'école qui favorise ce multi-usage pour des cours plus apaisés, plus naturels et moins exposés au réchauffement climatique aussi. Encore une fois, ça se fait beaucoup en ce moment en France. On n'est pas Clermont, on a fait beaucoup. Mais voilà, les enfants, on essaye de les associer à la conception, à la mise en œuvre et puis pour goûter aussi. On fait beaucoup maintenant, on essaye, les vergers de la culture, de faire des jardins comestibles.
D'accord. avec des végétaux qui se mangent de plus en plus, parce qu'il y a un enjeu, comme vous le disiez, madame, de culture vivrière ou de verger qui puissent être mis à disposition des habitants pour goûter, découvrir. Et ça aussi, ça participe de la découverte pour les enfants. Super. Merci. Alors, oui. Je vais reprendre le micro. Oui, j'arrive. Moi, je voudrais rebondir sur deux éléments. De par ma formation initiale qui est l'archéologie, on s'est souvent aperçu qu'il y a des espèces vivantes, enfin, des animaux, des plantes, qui sont souvent accrochées à la vie de l'homme en tant que tel. Ce qui nous permet, nous, de savoir comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont pu emmener, etc., etc. Donc je pense que, et c'était surtout pour rebondir sur le problème des animaux avec lesquels on a un peu de mal à cohabiter. En fait, de tout temps, ça a toujours existé, et je pense qu'on a perdu cette connexion qu'on avait avant avec la nature, qui était essentielle finalement dans la vie de l'homme et qui a permis d'arriver à un stade auquel on est arrivé maintenant. Et je pense qu'il y a, comme on l'a dit, un apprentissage à refaire avec nos enfants, pour qui on doit laisser finalement un héritage plus sain. Et tout ça, on peut l'apprendre grâce notamment à plus d'immersion dans la nature, surtout dans les écoles. Je pense que maintenant, nous, on travaille toute cette ligne-là dans le milieu scolaire et périscolaire. Et c'est vrai qu'on a perdu complètement ce sens. Et quand on amène des projets dans la nature, eh ben, on est encore souvent face à des problèmes, à des barrières. On ne veut pas mettre forcément les moyens nécessaires pour emmener les enfants. Il y a encore un plafond de verre qu'on n'arrive pas à dépasser et qui, je pense, est nécessaire de briser pour pouvoir améliorer finalement cette relation qu'on peut avoir avec notre environnement. Il y avait un deuxième point aussi que vous souhaitiez éventuellement aborder ? Oui, c'était par rapport à ce qu'a dit madame. Là, c'est plus au niveau de la ville de Riom. C'est vrai qu'il y a... on habite vers Planche-Paleuil. Là, donc il y a toute une petite zone où il y a des éléments qu'on peut consommer tout au long de l'année. Mais je pense qu'il y a aussi un problème d'entretien après, derrière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et c'est très bien. Sauf que derrière, il y a quand même un minimum d'entretien à faire, de renouveler certaines espèces, parce que malheureusement, il y a du matériel qui se dégrade, des choses comme ça. Donc je pense qu'il doit y avoir un suivi aussi qui doit être plus rigoureux, à mon avis, quand on met ce genre de choses en place. Voilà. Vous souhaitez répondre sur ça ? Une idée ? Non ? En fait, effectivement, quand on crée un lieu, l'entretien, c'est toujours beaucoup plus difficile. Vous parlez de Planche-Paleuil, bon, c'est un quartier un petit peu particulier, je dirais. Vous évoquez certainement le manque d'entretien de l'embène et du cheminement derrière. Mais c'est vrai que pour une ville, c'est toujours très difficile. Il y a 50% de gens qui vont nous dire qu'il faut tout laisser pousser et 50% de gens qui vont nous dire qu'il faut tout couper. Donc on essaye toujours de trouver un compromis pour satisfaire l'ensemble de la population. Bon, c'est vrai que les moyens sont aussi limités malheureusement. Donc par certains endroits, peut-être que ça manque un peu d'entretien. Pourtant, je peux vous dire que nos équipes sont tous les jours sur place, tous les jours au travail, que ce soit le service propreté, que ce soit le service espace vert. On a un fleurissement de la ville qui est merveilleux. Bon, certains quartiers sont peut-être moins bien entretenus que d'autres. Merci. D'autres réactions, commentaires, envies, remarques ? Non ? Allez-y, je vous en prie. Oui. Vas-y, je t'en prie. Plus je jardine, plus je comprends que tous les animaux jardinent et que quand j'ai des problèmes de créer des liens avec, de comprendre comment ça fonctionne, à chaque fois, le problème se résout très bien tout seul. J'ai compris ça il y a 10-15 ans en découvrant un auteur, Bill Mollison, qui racontait il n'y a pas trop de limaces, c'est juste qu'il n'y a pas assez de canards. Et depuis, systématiquement, cet été, je me suis presque battu avec les ragondins parce qu'ils sont dans ma mare et compagnie. Et les ragondins, c'est solide et j'ai pas réussi à leur parler, ils ne comprenaient pas.
Mais bref, enfin non, il y a des choses voilà, où la relation avec les rats, les abeilles, les choses comme ça, à chaque fois, les corbeaux, les corneilles, à chaque fois, si on comprend leurs besoins, c'est assez facile. Les corneilles à Rion, tout simplement, dans les terres agricoles de Limagne, il y a 5% d'arbres, ça ne leur suffit pas pour se ouvrir. On demanderait aux agriculteurs de replanter quelques arbres. D'un seul coup, ils viendraient en ville, hein, parce qu'on laisse nos déchets, et ils sont là. Ils ont un rôle très très important. Et tous ces animaux, c'est incroyable, les moustiques, tout, ils ont un rôle le même que nous, des fonctions, ils jardinent, ils font leur boulot. Et des fois, c'est un peu rétrograde. Il y a un discours qu'on peut entendre dans les médias non indépendants et compagnie, où on mixe ça avec les immigrés et compagnie. En fait, c'est juste des gens qu'on ne comprend pas, ou des animaux qu'on ne comprend pas. Et plus on les comprend, plus on arrive à influencer positivement sur notre vie et sur leur vie. Et après, sur l'entretien, moi, là, c'est pour faire un peu un coup de gueule, désolé, mais moi, je suis pour la conception, on comprend. Moi, je suis ingénieur. J'ai un poste de technicien à la ville de Rion, et on comprend. Oui, il faut quelqu'un qui était formé. Alors que l'entretien, c'est la chose. L'entretien d'un espace vert, c'est la chose où les compétences sont infinies, la plus compliquée au monde. Et non, là, on va prendre des gens mal payés, mal formés, compagnie, qui font un travail admirable à Rion. Mais je trouve qu'on n'apporte pas assez d'importance à l'entretien et beaucoup plus moi, j'ai des budgets énormes pour faire des projets. Et après, c'est vrai, il y a un truc qui casse. Ah zut, non, on n'a pas assez de sous cette année. Je trouve, mais moi, c'est pareil chez moi. Je vais investir dans une belle, j'allais dire une belle voiture. Je ne supporte pas les belles voitures, mais je vais laisser ça. On est dans une société, on investit des sous, et puis après, on est moins fort avec nos mains pour entretenir, pour machin. Et moi, j'aimerais beaucoup que non seulement les citoyens montent des associations pour entretenir avec les villes leur milieu de vie, comme si c'était leur salon et qu'ils passent l'aspirateur ou je sais pas quoi. Et d'autre part, que la mairie investisse dans des gens, mettre des gens très bien payés, très bien formés pour l'entretien aussi, quoi. Merci. Oui, Lise. C'est vrai par rapport à l'entretien, et c'est d'autant plus compliqué dans les petites communes rurales avec lesquelles je travaille, puisque eux, ils ont souvent, même pas forcément quelqu'un à temps complet, qui doit être un peu jardinier et beaucoup d'autres choses. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément non plus, il y a une question de formation, mais il y a aussi une question d'envie. Et c'est vrai que parfois, on peut avoir de l'envie et de l'ambition dans un projet soutenu par des élus, mais quand derrière, en fait, une fois qu'on l'a laissé entre les mains, ça retombe en fait entre les mains de quelqu'un finalement pour l'entretien, à qui c'est plus une charge qu'autre chose parce que c'est pas quelque chose qui l'intéresse, et puis on met par-dessus un certain nombre quand même d'usagers qui sont rarement respectueux parce qu'on dit les villes n'entretiennent pas ou elles n'ont pas réparé. Oui, enfin, les usagers, ils ont largement piétiné, les voitures qui reculent dans tous les massifs. Il y a quand même, c'est vrai qu'il y a tellement souvent un peu un manque de respect qu'il faut doubler les efforts derrière pour maintenir dans un bon état et maintenir une bonne image d'une façon générale. Et c'est vrai que sur certains projets un peu particuliers, c'était il y a 5-6 ans, j'avais fait un projet de réaménagement à Saint-Georges-d'Aurac, juste à côté du Conservatoire botanique du Massif central. Et justement, pour parler du végétal, de la partie végétale locale, on avait dû sortir de la façon classique de travailler en marché public de travaux, puisque les espèces qui nous intéressaient, c'est qu'on voulait des espèces locales. Donc on avait trouvé une petite pépinière locale qui avait été accompagnée en fait par le Conservatoire botanique. Ils étaient allés recueillir dans des sites bien spécifiques et des quantités spécifiques certaines espèces qu'elles ont ensuite multipliées pendant une année de production. C'était des vivaces, on n'a pas pu le faire avec des arbres. Les arbres étaient d'ailleurs, c'était ton entreprise en plus, étaient dans le marché de travaux du coup de Bipaysage. Mais toute la partie végétale, en fait, végétale vivace, des massifs plantés, celles-ci, on les a ressorties du marché pour permettre du coup d'avoir une fourniture en direct qui soit exactement les végétaux appropriés. Et on les avait plantés avec le lycée agricole d'Issingeaux. Donc c'est vrai que c'était une convention tripartite qui avait à la fois permis à la commune de Saint-Georges-d'Aurac de faire des économies sur la mise en œuvre, d'avancer. C'était d'un point de vue pédagogique très intéressant. Puis le lycée agricole d'Issingeaux, il pousse vachement en fait
en faveur du développement durable et tout. Il y a des profs qui soutiennent beaucoup ça. Donc c'est vrai qu'on a pu renouveler ce genre de partenariat. Donc au début, c'était très bien. Je pense 99,9% de reprise. La première année, le maire super satisfait. La deuxième année, super satisfait. La troisième année, un peu moins. Et au bout de 4 ans, il m'appelle et il me dit « Mais Madame Marchal, il faut quand même que je vous dise. » Puis moi, c'est vrai que je passe régulièrement sur la RN 102, donc j'ai un petit coup d'œil pour mes plantations, ou les plantations. Et puis c'est vrai que année 3, année 4, franchement, même parfois je passais, je me disais « C'est moche. C'est vraiment moche. » Et en fait, c'est qu'on se rend compte que, oui, on dit plante vivace, mais vivace, ça ne veut pas dire éternelle. Et quand parfois, en fait, au bout de 3 ans, au bout de 4 ans, et qu'il y a eu des difficultés d'entretien, parce que même si, avec le conservatoire et la pépinière, il y a eu une action de formation spécifique qu'on avait mise au marché dès le départ, justement, on s'est dit, on ne va pas le laisser comme ça. Parce que sinon, c'était entre guillemets que des mauvaises herbes qu'on avait plantées. Donc le jour d'après, pouf, à la première séquence d'entretien, on n'aurait plus une seule plante à cet endroit-là. Donc il fallait justement lui permettre d'apprendre à distinguer les plantes qu'on souhaitait et celles qu'on ne souhaitait pas, ce qui est très complexe concrètement. Et moi je disais, mais dans le doute, mais laissez. Et puis si c'est trop grand, trop moche, alors après on le retirera, mais laissez pousser. Mais finalement, c'était trop compliqué. Et après, on arrive à des endroits qui sont plus que traités qu'au rotophile, de temps en temps. Puis après, on n'a plus que de l'herbe. Et donc, c'est vrai qu'au final, on se dit, il y a eu un beau projet au départ, une super collaboration. Et c'est frustrant, en fait. Et du coup, on se dit, au bout de 3 ans, 4 ans, finalement, comment est-ce qu'on peut arriver à améliorer ce type de projet pour leur donner justement dans le temps une meilleure réussite? Alors j'ai pas encore forcément les réponses, donc si vous avez, c'est moi qui vous pose des questions, des idées pour justement permettre à ce type de projet de perdurer dans le temps, ou sinon ça m'intéresse aussi de savoir dans vos retours d'expérience les choses qui marchent bien au début et puis qui périclitent rapidement, parce que le tout c'est pas que ce soit, alors si c'est très important que ça soit magnifique le jour de l'inauguration, vous savez bien. Il y a aussi 15 jours après l'inauguration, puis il y a d'autres. Mais voilà, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après, quand ça va moins bien, quelle solution on a? Je vous pose la question. Enfin, j'ai pas forcément de solution, mais ça peut être pas mal de s'inspirer de ce qui se passe justement plus dans les espaces naturels, alors pas sauvages, mais entretenus. C'est vrai que souvent les fleurs... elles reviennent, c'est lié à la gestion en fait qu'on mène. Les magnifiques prairies fleuries qu'on a dans nos montagnes, elles existent parce qu'elles sont pâturées, parce qu'elles sont fauchées tous les ans, parce qu'il y a de l'amendement naturel avec les vaches. Et c'est ce cycle en fait qui est important pour retrouver ces prairies fleuries, quoi. Donc c'est que je ne sais pas de quelle manière en ville on pourrait trouver ces cycles vertueux un peu qui permettraient de favoriser les espèces qu'on estime, nous, qu'on a envie, qu'on trouve esthétiques et valorisantes. Qu'on soit prête à accueillir d'autres espèces, peut-être. Idée sur ce que vient de proposer Mme Marchal ou remarque? Non? Ou après, dans les marchés d'entretien, tu as peut-être un mot aussi à dire sur le... J'allais y venir, justement, en plus. Tiens, prends mon micro, j'allais boire un coup. Non, mais je t'en prie. Non, mais en plus, c'est exactement ça. C'était ma transition toute faite. En général, oui, sur les chantiers publics, on a 2 ans d'entretien, voilà, où il y a un niveau d'exigence très très fort, parce on subit beaucoup de pression, faut le dire. Le téléphone sonne, ou quand on est sérieux, on y va de nous-mêmes. Voilà. Et ensuite, c'est vrai que une fois passé l'inauguration, les 2 ans d'entretien, on va dire que parfois il y a un petit laisser-aller. Et je vous avoue que quand on y a passé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et beaucoup de coups de téléphone, de repasser 3 ou 4 ans après, de voir un peu le chantier... Et vous ne laissez pas des post-it avec ce qu'il faut faire éventuellement? Malheureusement, un planning sur les 3 ans à venir, comment parfois, faire dans les petites éventuellement communes, le cantonnier a beaucoup d'autres choses à faire. Ouais. Il n'a pas forcément une formation de jardinier. Il était peut-être plombier ou électricien. Voilà. Donc c'est vrai que
Mais il y a une spécificité, c'est ce que vous disiez, en fait, vraiment. Quand on a passé beaucoup d'énergie, qu'on voit le chantier massacré, on va dire, c'est assez rageant. Donc, non, mais il y a des très très beaux exemples, il n'y a pas de souci, mais voilà. On y va tout de suite. Bon. Il faut planter des arbres qui vont être déjà jolis, pour comme ça, monsieur le maire est très content de pouvoir inaugurer un projet déjà joli. Et sur la RD 2029, il y a 900 jeunes plants forestiers végétales locales qui ont été disséminés partout, qui sont encore de cette taille. Mais quand moi j'appelle ça les poireaux, les arbres gros qu'on met mais qui n'ont pas beaucoup de racines, dans 50 ans, ils auront doublé de taille peut-être. Mais les jeunes plants forestiers qui auront pu aller chercher avec leurs racines pivots très profonds, c'est eux qui domineront après. Et voilà, eux, ils n'étaient pas prêts, enfin personne ne les voit au début, et puis c'est eux dans 50 ans, 100 ans, c'est des arbres. En fait, un arbre qu'on plante issu d'une pépinière, il a une espérance de vie dérisoire par rapport à un arbre qu'on met en graines ou en jeune plant, vraiment avec encore sa racine pivot. Et pour un arbre qui a 200 ans, 300 ans, 500 ans, c'est des monuments sacrés qu'il faudrait vraiment vénérer comme des dieux, parce que je reparlais quand on parle de résilience, de développement durable et compagnie, ça passe quand même beaucoup par rapport à ces arbres qui, tous les 100 ans, un arbre, il va pouvoir accueillir au moins 30% de biodiversité en plus. Il va pouvoir aller chercher, même en été, dans les nappes, de l'eau. Et ça, c'est que les vieux arbres qui peuvent. Et surtout, ils ont un patrimoine génétique qui est issu de tout ce qu'ils ont rencontré dans leur vie, qu'ils vont pouvoir donner à leur descendance. Et donc, il faut planter des vieux arbres. Il faut planter des arbres qui peuvent devenir vieux. Et ça, c'est le premier. Il faut planter des petits. Premier secret. Premier secret. Deuxième secret, il faut, quand on est au téléphone, avoir un sécateur dans la poche et désherber et couper et compagnie. Non, moi, je fais ça dans le jardin. En fait, si tout le monde, quand il passerait dans les jardins publics et qu'ils auraient ces petits... En fait, c'est une... Non, on ne va pas le faire dans les jardins publics, on n'ose pas. On ne va pas le faire, nous. Oui, être formé à la taille et la petite branche. Oui, mais là, vous ne pouvez pas nous demander, c'est pas notre... Enfin, on outrepasse nos droits, là. Les chardons, les liserons... Oui, voilà. Oui, mais c'est peut-être là fait exprès, en fait. Mais c'est de la diversité, c'est peut-être fait exprès, pour ça on laisse, moi. Moi, je ne touche pas dans les jardins publics. Il y a c'est raisonné, c'est pensé. Il y a une grand-mère qui m'expliquait dans le sud que quand elle était gamine, elle passait dans les chemins et quand il y avait une pierre qui était tombée du mur, elle savait la remettre. Oui, d'accord. Voilà. Je comprends ce que vous voulez dire, faire attention éventuellement, ou même dans les jardins publics, éventuellement peut-être ramasser des choses qui sont peut-être des déchets, ou ça on peut le faire. Et le troisième secret? Le troisième secret, c'était pour faire le buzz. Ah, d'accord. C'est bien, on le saura. Le troisième secret vous sera livré lors du prochain forum. Mais je vous en prie. Juste en solution, c'est pas une solution, mais peut-être d'impliquer. On a des villes occidentales aussi où on est très dans nos maisons en fait. On est assez peu dans nos quartiers. Alors c'est cool de réaménager des places, ça donne envie de sortir de chez nous, peut-être de s'approprier ces zones de nature. Et nous, il y a ce centre social-là, notre asso, mais elle a aussi un autre centre social, place de l'Oratoire, qui est une place très minérale avec un magnifique bâtiment architectural. Et donc, on y est depuis pas très longtemps et on voit des mamies s'asseoir sur les marches brûlantes. Donc, on a déposé je le dis quand même, mais on a déposé un budget éco-citoyen au département. Donc, on a été éligible. Donc, on va lancer notre campagne de com. Donc, si vous voulez voter pour cette campagne de com, pour végétaliser cette place, on va le faire avec les habitants, avec cette idée que s'ils font avec nous aussi, ils auront peut-être envie d'un peu plus entretenir. Voilà, on essaie au maximum de pouvoir et on espère avec le conseil de quartier cœur de ville, voilà, et aussi de mettre certains jeunes qui du coup dégradent un peu. Donc on retrouve des fois des gens qui des usages différents. Donc on va essayer de mêler tout le monde avec la super équipe de la ville et de faire quelque chose de chouette, quoi. Voilà, c'est peut-être une solution pour l'entretien. Merci. Oui, implication, ouais. Alexis, c'est ça, oui, l'implication. Conseil de quartier centre-ville, nous aussi on a plein de projets, parce qu'on a fait un groupe de travail sur le centre-ville, sur la végétalisation, et donc on a des propositions à mettre sur la table, parce que ça fait 1 an qu'on a travaillé, donc on a des idées. Et on peut venir vous voir pour ça, pour les conseils de quartier. Oui. La maison des projets aussi est là pour ça. Oui. Donc en fait, on a pensé effectivement à des ombrières, à de la revégétalisation, à des réimplantations de bancs au bon endroit, dans les parcs, pour ne pas être au soleil. Voilà. Donc il y a des choses en fait qui sont aujourd'hui prêtes à mettre sur la table. Et j'invite Jean-Louis Reynaud à venir nous voir pour qu'on en discute concrètement. Parfait. Oui.
Oui, alors c'est ça aussi. Il y a un budget, j'imagine aussi, pour les villes là-dedans. Ce sera peut-être un dernier chapitre qu'on Moi, j'avais une question pour les experts. les Est-ce que experts- le experts piège riants. finalement de tout cela, c'est pas c'est de tomber dans quelque chose d'un peu systémique. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une époque où on consomme énormément, où on veut tout de suite. Et finalement, est-ce que les municipalités, certaines, hein, peut-être pas forcément celles de Rion, mais on peut le voir aussi dans d'autres endroits, ont tendance à vouloir aussi rentrer dans ce système-là. C'est-à-dire qu'on va mettre beaucoup de choses en place pour montrer qu'on fait quelque chose à un moment donné. Et puis après, le suivi derrière, voilà, on a montré, on est dans l'apparence, mais finalement, le problème de fond n'est pas résolu. Voilà. Donc c'est une question que je vous pose. Quels sont les moyens finalement de ne pas tomber dans ce piège un peu Merci Elise. Merci. Réponse à cette question ou pas du tout? Parce que c'est vrai que c'est complexe. Quelqu'un a un élément de réponse? Oh, et vous passerez après le micro, Estelle, s'il vous plaît. Merci. Oui, moi je pense qu'il y a certaines villes où on part de loin aussi, quoi. Donc c'est pas mal aussi de faire. Il y a tellement de choses à faire qu'il y a beaucoup de projets, mais c'est peut-être pas. Des fois il y a beaucoup de choses à faire parce que c'est urgent de faire quelque chose. Voilà, bon, c'est tout. Et sinon, je voudrais, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, moi je pense qu'il faut aussi apprendre à la simplicité, quoi, d'aller voir les choses à côté de chez soi. Je veux dire, même en ville, il y a de la nature à voir, il y a de la nature à découvrir. Et il me semble quand même qu'à Rion, on a quand même pas mal de nature présente, même si le centre est très minéral. On a la chance d'avoir la coulée verte, d'avoir l'Ambène qui traverse. Donc il y a des endroits où l'Ambène est enterrée, mais il y a aussi des endroits où elle est à découvert. On est aussi pas loin des espaces naturels ou de la campagne. Au Couria, on sort du Couria, on est dans un début de nature. Après, on n'est pas loin de la colline de Mirabel. Donc c'est vrai il me semble qu'il y a vraiment la nature de proximité aussi à aller découvrir. Et ça, c'est quand même pas très compliqué, quoi. Il faut un petit peu marcher et on y est. Donc, voilà. Estelle, sur le côté paraître pour les villes. Oui, puis alors nous, on a exactement la même chose avec l'architecture, hein, la belle inauguration, la photo. Alors il y a à la fois le journal municipal, mais nous, il y a aussi les revues d'architecture, donc il y a aussi toute une culture. Voilà, que je pense qu'il faut absolument faire évoluer. D'ailleurs, il y avait eu des idées à un moment donné. Moi, j'aimerais bien qu'on arrête de décerner, je sais pas, voilà, par exemple, le Grand Prix de l'architecture, ça s'appelle l'équerre d'argent. Je sais pas si vous le connaissez. Voilà, le prix de l'équerre d'argent en France, c'est célèbre des grandes œuvres, etc. Faudrait faire une équerre d'argent du plus 10 ans parce que donc il y a une garantie de 2 ans. Nous, les constructeurs, on est sur ce qu'on appelle la décennale. Donc mais c'est quoi 10 ans? C'est rien, 10 ans. Enfin, à l'échelle alors de l'histoire de l'architecture, j'en parle même pas, mais normalement de la vie d'un bâtiment, qu'est-ce que c'est 10 ans? Et on construit tellement vite aujourd'hui et tellement mal qu'on a peur des 10 ans. Et en fait, c'est plus possible. Il faut ralentir. Il faut absolument, tout s'accélère énormément. Et du coup, je pense que résister, c'est essayer de ralentir. Donc voilà, un prix de l'architecture des 10 ans, des 20 ans, des 30 ans, pour peut-être redévelopper cette culture du temps long, de la chose simple, et qui justement va faire que on va plutôt favoriser quelque chose qui peut-être aura été plus facilement approprié et donc entretenu. Et je pense qu'il y a un vrai sujet avec ce que vous dites de commun. En fait, tout ça, c'est des communs. Moi, au début, ce forum, ça m'avait aussi évoqué l'enjeu, le sujet des voisins, des relations de voisinage, se sentir voisin avec les non-humains, où j'avais entendu une philosophe qui disait les autres qu'humains, parce que les non-humains, c'est un peu nous et les autres, donc les autres humains. Mais il y a des vrais sujets de relations de voisinage, de bienveillance et d'entente. Et en fait, je pense que tous ces sujets-là appellent à ça, en fait, ralentir, prendre du temps, se connaître, parce que quand on connaît mieux, effectivement, les autres humains, mais même les humains, ça marche. En fait, on va plus supporter les talons du voisin du dessus parce qu'on va faire l'apéro le soir et que, bon, allez, là,
que en fait, si on est dans son pavillon et que surtout on veut, alors pas de haies, et donc c'est pour ça qu'on va tout couper et mettre les brises-vues en PVC pour surtout pas voir les autres de l'autre côté. Donc il y a un vrai sujet de relation au vivant, mais humain et autre qu'humain. Parfait. Et de temps long. Oui, ça a donné un peu le temps au temps, vous avez tout à fait raison. Merci pour ces interventions. Autre chose ? Bruno, on parle justement un petit peu de ça. Vous avez eu un projet sur Issoire, la communication sur la nature en ville, comment procéder, panneaux d'information, sensibilisation scolaire, travaux participatifs. À Issoire, ils ont mis des permis de végétaliser, c'est cela ? Alors, contez-nous un petit peu cette expérience-là. Alors, le permis de végétaliser, c'est une convention entre la mairie et le riverain qui est proche. Donc, en fait, la commune met à disposition une partie de l'espace public. Donc, s'il y a des modifications à faire, la commune le prend à sa charge. Et en échange, le riverain signe un contrat et lui doit s'occuper, par exemple, de sa petite plate-bande pendant 3 ans. Voilà. Donc, c'est un contrat, en fait. Ouais. C'est un contrat qu'on signe. Voilà. Ouais, donc c'est là l'implication, en fait. Là, il y a une implication du citoyen. Donc, on voit effectivement des gens qui n'ont pas la chance d'avoir de petits jardins, peuvent avoir une petite plate-bande de quelques mètres carrés. Et là, on trouve des artistes qui fleurissent une marche d'escalier ou des choses comme ça. Voilà. Parfait. Donc, très bien. Non, mais c'était intéressant d'avoir votre vision sur une autre commune et sur cette volonté-là. Caroline, excusez-moi, je vous embête un peu. On était un peu dans les gros sous. Je suis désolé. On va parler. Ça coûte cher la nature en ville de gérer, entretien, planter. On a une idée du budget ou pas du tout? J'ai le droit de poser la question ou c'est secret des dieux? Non, c'est pas secret des dieux. Enfin, Alex pourrait dire. Les investissements se chiffrent en millions d'euros. On va peut-être pas rentrer dans les détails. Non, mais pas dans les détails, mais savoir un petit peu. La place Félix Pérol, la place José Moron, la rue Archon d'Espérouse, on est à chaque fois au-delà du million d'euros pour faire clair en investissement. Après, effectivement, Alex l'a dit un peu rapidement tout à l'heure, ou je sais pas si c'est le bon terme, mais la vraie problématique, c'est l'entretien derrière. Parce qu'au-delà du fait, alors est-ce qu'on paye bien ou pas nos salariés, ça je laisse Alex le décider, mais on a du mal à trouver. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est dans le domaine privé, je me tourne aussi un peu vers vous qui avez des équipes. Aujourd'hui, c'est très difficile. Il y a quand même une crise des vocations qui fait que quand bien même on voudrait recruter du personnel pour entretenir ces espaces verts, ça devient de plus en plus difficile. Je ne sais pas à quoi ça tient. Aujourd'hui, à la ville de Riom, on a quand même augmenté sensiblement les surfaces d'espaces verts mis à disposition du public. La taille des équipes n'a pas augmenté de conserve parce qu'il y a des difficultés de recrutement d'une part, parce qu'il faut qu'on ait la maîtrise de la masse salariale d'autre part, et que j'allais dire autant d'investissement, on peut avoir plus facilement les coûts des larges parce qu'on a aussi des subventionnements, des aides, et qu'effectivement le fonctionnement derrière c'est plus tendu. Alors c'est pour ça qu'on change aussi les modes de gestion. J'entendais monsieur qui disait qu'on n'entretenait peut-être pas assez certains sites. On essaye de faire ce qu'on appelle de la gestion raisonnée. Je prends l'exemple des vergers de la culture. Il y en a qui vont nous dire c'est sale, quoi, c'est pas fauché. Oui, on fauche 2 fois par an et on fait que des bandes de propreté le long des cheminements piétons. Donc on tond à ras et après on laisse les prairies pousser et on fauche 2 fois par an parce que si on fait pas ça, on pourra jamais répondre à la demande de nouveaux espaces verts à effectifs maîtrisés. Donc on introduit cette gestion raisonnée et là je pense qu'on est au bout à Riom en tout cas de l'exercice, c'est-à-dire qu'on a fait tout ce qu'on pouvait pour introduire cette gestion raisonnée et la développer sur différents sites. Maintenant, si on veut avoir encore des ambitions en termes de développement d'espaces verts, il va falloir pouvoir suivre en termes d'équipes affectées à leurs entretiens. Et puis la formation des agents aussi, oui effectivement, quand on arrive à recruter, quand on y arrive, ce n'est pas toujours des agents qui sont au top de la formation, de la connaissance des végétaux. Donc ça, c'est notre rôle aussi de collectivité, d'encadrant, d'employeur, que de faire progresser ces gens dans leur métier. Et je pense qu'on a plutôt des agents volontaires et qui souhaitent s'investir là-dedans. Parfait. Oui, Lise. Vous voulez dire qu'en matière de vocation, sur la nature, ça branche personne avec toi. Alors, c'était pour le jeu de mots, c'est pour moi, il est pour moi, c'est pas grave. Lise, je vous en prie.
Oui, j'ai un petit clin d'œil. J'ai une petite solution. Alors, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais alors, si vous ne trouvez plus personne à embaucher pour tondre les pelouses, j'ai des amis de ma connaissance qui ont des lapins dans des cages qui se déplacent. Ça fait très bien le travail. Ah, c'est choupi, ça. Oui, oui, ils les déplacent régulièrement dans les allées de leur potager pour faire tondeuse. Pour le futur parc des agneaux, des moutons et des chèvres. Oui, moutons, chèvres et des agneaux. C'est de la prestation externalisée auprès de personnes qui vont nous mettre, ça se fait beaucoup, hein, des moutons et des chèvres, ça a aussi cette vocation d'interface pour les enfants, d'intérêt pédagogique, mais voilà, donc ça aussi c'est 3 000, 4 000 euros par an pour entretenir une petite surface. Tout l'entretien a un coût. La nature est gratuite et son entretien, c'est le fait de vouloir comme un décor ou un paysage anthropisé qui fait qu'il y a besoin d'entretien. Parce que avoir de la nature partout et le liseron, il fait le même rôle écologique que le rosier et même mieux. C'est juste notre vision de la nature qu'il va falloir faire évoluer. Parce qu'il n'y a pas de mauvaise. Je vois que dans la salle, on a... Mais c'est vrai que ce qui était très intéressant, je pense, et c'est intéressant juste de le ressouligner, c'est l'histoire du temps, parce que du temps, on sent une pression, entre guillemets, du temps court, parce qu'on entend, il y a urgence écologique, etc., urgence politique ou autre. Et en fait, il y a le temps court, il y a le temps, entre guillemets, moyen, et il y a le temps long, parce que c'est vrai que finalement, on cherche quand même à travailler sur un temps très long. Et je pense qu'autant on a besoin du temps court d'un point de vue végétal et paysager pour donner l'appétence, justement, effectivement, il faut qu'on trouve dans les aménagements qu'on propose dans la renaturation une part où, dans les premiers mois, ou les premiers mois, la première année, il faut déjà que ça donne quelque chose, il faut que ça rentre, il faut que ça donne envie. C'est comme les enfants, quand on leur apprend, on commence par les radis, parce que si on commence par une plante qui prend trop de temps, voilà, il faut que ça donne quelque chose. Et il faut qu'on arrive, effectivement, et je pense que c'est ce qui a été difficile, et finalement, dans l'expérience, par exemple, que je vous partageais avec Saint-Georges-d'Aurac, on se dit, on part bien au début, puis pouf, ça c'est retombé, et c'est très frustrant quand ça retombe, parce que justement, je pense qu'un projet bien réussi, il dure plus que 4 ans, 5 ans. 4-5 ans, c'est le temps moyen. C'est là où on a nos massifs de vivaces qui commencent à arriver un peu à une forme de maturité, on a les arbres qui ont arrêté normalement de végéter et qui sont censés quand même essayer de grandir, entre guillemets, et pour aller vers des temps beaucoup plus longs. Et je pense que c'est cet enchaînement-là qui, à mon avis, en fait, ça se produit mal. On n'arrive pas à avoir de bons résultats sur le temps long si toutes les conditions n'ont pas été peut-être réunies au départ, ou dans l'entretien qui a été fait, pour que ça puisse justement, on ait les différentes espèces végétales, cette notion de succession en fait, parce qu'on a aussi finalement un peu des espèces dans un nouvel espace qu'on considérait comme pionnières, même si elles ne sont pas forcément sauvages, entre guillemets, mais les premières à développement rapide, et puis ensuite, ce développement. Donc c'était ça que je trouvais intéressant juste à ressouligner. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres idées? Est-ce que vous avez une idée à soumettre éventuellement? Oui, vous avez, Estelle. Vous avez peut-être, mais je vous en prie. On a le droit de partir dans l'utopie? Alors, on peut. Allez, 21h35, on peut. Partons ensemble. Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui croisent dans les différents milieux. Et en fait, cette difficulté de trouver des personnes pour s'occuper, pour des tâches en fait, physiques, de relations, justement. Il y a le même sujet dans le milieu de la construction. Le milieu de la construction, on n'arrive plus à recruter aujourd'hui. À peu près tous les milieux, en fait, où il faut faire des choses avec ses mains. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y a un vrai sujet. Et du coup, je pense qu'il y a... Moi, j'aimerais bien peut-être, dans cette projection utopique, revenir sur les enjeux de l'école, en fait, de l'apprentissage, de la relation au savoir. Je pense qu'on est un petit peu au bout de cette vision un peu hiérarchique du savoir, de la supériorité, du monde des idées. Il faudrait pouvoir revenir vers des savoir-faire, vers des savoir-être aussi. Il y a un vrai sujet d'intensité sociale. Et moi, je me demande dans quelle mesure, donc c'est là où je vais aller dans l'utopie,
Et ben voilà, dans les écoles, on va enlever peut-être 1 heure de maths ou 1 heure de français et on va faire 1 heure de réparation du toit et 1 heure de jardin et de collecte des ordures ménagères. Et on fait ça au collège, dans les écoles. Et on balise un jour de la semaine. Et d'un coup, on se retrouve avec des armées dans les rues qui, du coup, peut-être vont moins jeter leurs canettes à côté ou alors savoir désherber ou enlever le truc qu'il faut parce qu'ils auront été éduqués à le faire. Et voilà, il me semble qu'on est aussi à l'école dans une forme de course à la performance. Il faut les meilleures écoles, il faut les meilleures notes. Puis en plus, là, moi, dans l'enseignement supérieur, il y a l'enfer de Parcoursup, tout ça, avec les options, et les meilleurs, du meilleur, du meilleur. Et on a l'impression de se déconnecter de plus en plus de réalité, de capacité en fait, à vivre dans nos environnements. Donc voilà ma proposition utopique. Remettre à C'est bien. l'école 1 heure de jardinage et de bricolage. Instruction civique, ça peut être bien. Oui. Et on le fait encadrer par les parents. Chantier participatif de jardinage et de bricolage pour tous les parents et les enfants. Au cours de la soirée, on a beaucoup parlé de l'école. Je trouve qu'on charge beaucoup l'éducation nationale. Mais je pense que c'est quand même à nous, en tant que parents et grands-parents, c'est l'éducation à la maison. Nos enfants. Voilà. C'est vrai que ça peut servir de support pédagogique d'aller jardiner. En jardinant, on peut faire plein de maths, on peut faire de la biologie, on peut faire de la physique, on peut expliquer plein de choses, voilà, sans faire des cours magistraux. Mon petit garçon a des difficultés à l'école. J'essaye de contourner des chemins pour lui apprendre les multiplications, tout simplement en faisant des raies dans un jardin. Et on voit que ça fonctionne, quoi. Voilà, il n'est pas plus bête que les autres qui apprennent par cœur. Voilà. Donc, je pense que c'est plutôt à nous, parents, de faire ça, quoi. C'est simplement peut-être faire 2 heures d'écran en moins par semaine, et puis le samedi après-midi, aller jardiner, se promener en forêt, ramasser un lombric, voilà, faire toutes ces choses-là. Nettoyons la nature. Je le fais Aussi. je le Il y a fais un aussi truc avec de mon nettoyant la nature d'ailleurs, c'est dimanche, hein, ça, on est d'accord. Hein, c'est bien ce que vous avez vu dans le cadre de la semaine développement durable. Nous avons un rendez-vous dimanche pour nettoyer la nature. J'ai vu passer ça, monsieur le directeur, si vous voulez bien me le passer. Merci bien. C'est où le rendez-vous? Devant la maison d'arrêt. Devant la maison d'arrêt Arion, dimanche. 2 secondes, parce que alors là, merci de me l'avoir ouvert à la bonne page. Hein, c'est toujours un bonheur. Marche du temps long, c'est pas ça du tout. Voilà, donc 18 ans après. Ah, voilà, tu vois, plus simple. Putain, je te jure, quoi. Dimanche 28 septembre, 9h30, 12h30, opération ville propre, maison des projets, place des Martyrs de la Résistance, pour nettoyer la nature. J'ai vu ça passer sur les... comment s'appelle ça? Les panneaux. Voilà, les panneaux, tout simplement. Ouais. Donc voilà, dimanche 9h30, 12h30. Avec un sac poubelle, on amène nous. C'est tout fourni. Vous avez juste besoin de bras. Y compris le casse-croûte à midi. Et là, ça nous motive, bien sûr. D'autres non. Et sachez que dans ce petit fascicule que vous allez tourner bien plus facilement que moi, demain, samedi 27 septembre, à 17h30, des abeilles du cinéma Honeyland, avec du cinéma, opération ville propre. Ah bah tiens, je tombe pile poil dessus. Donc vous avez tout ça là-dedans, avec plein de rendez-vous ce week-end, hein, que je ne dise pas de bêtises. Vous retrouvez tout ça dans ce petit fascicule si vous souhaitez donner la main. Il y a des événements à venir donc dans le cadre ici de cette semaine de développement durable ici à Rion. On va applaudir nos experts. Merci infiniment Estelle, Lucie, Lise et Bruno. Applaudissements quand même, ils ont fait de la route, tout ça, d'Aubias pour venir, de Lyon en train, de Sauvagne à Sainte-Marthe aussi, avec des virages de coude, tout ça, un bonheur en ce moment. Et les travaux, tout à fait, tout à fait. Merci à tous celles et ceux qui m'ont aidé à organiser cette soirée. Il y a bien sûr les maisons de quartier, la maison des projets pour suivre tout ceci si vous le souhaitez, les concertations et le travail collaboratif. Et merci pour votre présence, vous fûtes adorables. Il y a un verre de l'amitié, très bien. C'est du jus de salse pareil, c'est cela? Comme pour les Schtroumpfs, un jus vert, très bien. Merci beaucoup, belle soirée à vous tous.